Bonsoir, je vous retrouve ce soir pour le deuxième épisode de Philo de la Street. Dans ces vidéos, je vous fais part de mes réflexions personnelles, pures, intérieures et non documentées sur des sujets divers et variés en suivant l'ordre des lettres de l'alphabet. Ce soir, pour le deuxième épisode, j'entends matière avec la lettre B et le mot burn-out militant. Alors installez-vous bien confortablement, détendez-vous, ouvrez vos oreilles, vos cœurs et votre esprit et c'est parti. La définition que donne le dictionnaire Larousse du burn-out est la suivante. Il s'agit d'un symptôme d'épuisement professionnel caractérisé par une fatigue physique et psychique intense générée par des sentiments d'impuissance et de désespoir. Aujourd'hui, j'ai envie de m'intéresser à la question du burn-out, mais du burn-out pour les militants, pour les activistes, parce que je pense qu'on n'en parle pas assez. Dans cette vidéo, je pense particulièrement aux militants de la cause noire, que ce soit aux Antilles ou concernant l'Afrique. Cette vidéo va tourner autour de 3 questions. La première question, c'est est-ce que le militantisme est un travail? La deuxième question, est-ce que ce sentiment d'impuissance et de désespoir qui touche les militants n'est-il pas inhérent au combat qu'ils mènent et donc impossible à surmonter? Et enfin, se questionner sur la nécessaire meilleure répartition des charges dans la sphère militante. Donc tout d'abord, la première question, est-ce que le militantisme constitue un travail? Parce que, comme je l'ai dit dans la définition qu'on a de façon générale du burn-out, il s'agit d'un symptôme d'épuisement professionnel, donc dans le cadre professionnel, dans le cadre du travail. Or, le militantisme, c'est vu comme une action bénévole, associative parfois. Donc il ne s'agit pas d'un travail au sens de la loi et au sens commun. Cependant, si on observe dans les faits, je pense qu'il s'agit d'un travail. Alors il est vrai que quand un militant commence à entrer dans un combat, il n'en a pas tout de suite conscience. Parce que quand on rentre dans un combat, dans une cause, en réalité, on fait un premier acte. C'est ce premier acte, cette première action qui va générer d'autres actions ultérieures. Mais au début, on n'a pas conscience qu'on s'ancre dans un véritable engrenage militant. Au début, on va juste à sa première manifestation. Au début, on va à son premier blocage. Au début, on va juste signer sa première pétition. Mais jamais on a conscience de jusqu'où notre engagement ira. Et pourtant, si on regarde, les militants font preuve d'une grande régularité. Finalement, leurs actions s'ancrent souvent dans le long terme. On n'est pas militant d'un jour, mais militant de plusieurs mois, de plusieurs années, voire toute sa vie. Je pense que les personnes qui vont opérer une action comme ça, c'est-à-dire aller une fois en manifestation ou signer une fois une pétition, ne rentrent pas dans la définition de militant, en tout cas pas celle que j'entends dans cette vidéo. Donc les militants fournissent un travail régulier, de longue haleine, parce qu'ils ont conscience que pour faire changer une situation qu'on trouve injuste, que pour faire avancer une cause, il va falloir travailler sur le long terme et non pas juste opérer des actions peut-être impressionnantes, mais court-termistes. Cette action, qui est régulière, est une action physique, tout d'abord, parce que c'est mouvoir son corps pour une action, très souvent en tout cas. Se déplacer en manifestation, se rendre sur place, opérer des blocages, parfois des blocages avec son corps soi-même. Il y a par exemple des militants écologistes des fois qui font ça, qui se mettent en lignée pour protéger un bâtiment ou un endroit. Enfin, le corps de l'activiste a un sens et il y a une mobilisation physique qui est très importante. Mais il y a aussi une mobilisation psychologique, psychique, puisque l'action physique nécessite tout d'abord une organisation. Il faut organiser les mobilisations, organiser les actions qu'on va mener et les organiser avec un professionnalisme important puisque les moindres faux pas, les moindres erreurs vous retomberont dessus et nuiront à la cause. En tout cas, c'est ce que les médias, le public dira en vous disant votre cause est juste mais vous n'agissez pas de la bonne façon. Donc il y a tous une logistique à faire. Qui va prendre quelle place? Qui s'occupe de ça? Qu'est-ce qu'on ramène comme matériel? Est-ce qu'on a besoin d'une enceinte? Pas d'une enceinte? Si on doit est-ce qu'on a besoin de barrières? Est-ce qu'on doit déclarer à la préfecture ou pas notre manifestation? Il faut aussi gérer tout ce qui est
propagande dans le sens expliquer l'action, parce que faire une action sans l'expliquer, ça n'a pas de sens. Donc il faut aussi avoir ce contact avec le public et préparer à l'avance des arguments, parce que quand vous allez opérer une action militante, les gens sur place ne sont pas forcément au courant de pourquoi vous êtes là, ne sont pas forcément d'accord avec vous et ont envie de faire ce qu'ils ont à faire. Si vous bloquez un magasin, les gens ont envie d'aller prendre le magasin. Si vous bloquez un rond-point parce que vous êtes gilet jaune, les gens ont envie quand même de prendre le rond-point pour rentrer chez eux. Donc là, à ce moment-là, vous êtes en contact avec les gens qui ne sont pas forcément vos premiers ennemis et qui ne sont pas forcément les personnes que vous cherchez à convaincre ou à combattre, parce que ça, en général, c'est des instances étatiques qu'on cherche à combattre quand on est militant ou des grandes entreprises ou autres. Mais ce public-là, il va falloir le convaincre que votre cause est juste et le convaincre que à ce moment-là, votre action est juste. Donc aussi préparer des arguments. Mais il y a aussi un travail psychologique important, c'est tout ce qui est gestion de la visibilité et gestion des critiques. Parce que quand on est militant, plus on fait des actions, plus on est exposé aux gens, aux médias, aux autres, et plus on va devoir rendre des comptes sur tout ce que l'on fait. Vous vous rendez compte qu'en fait, le militant, il opère un travail régulier, un travail qui utilise son corps et un travail qui mobilise aussi son esprit. Et c'est un travail à temps plein, parce qu'on se lève militant, on se couche militant. Entre-temps, il ne se passe pas une magie qui s'opère et qui nous empêcherait de ne plus croire à ce à quoi on croit. Le militant est constamment animé par sa cause. On peut se poser une question par rapport à la liberté. Est-ce que finalement, quand on est militant, en général, on se bat pour une forme de liberté ? Ça peut être la liberté de vivre dans un environnement sain. Ça peut être la liberté de vivre en étant en pleine santé quand on se bat contre le chlordécone. La liberté de vivre dans une égalité avec les autres, puisqu'on va se battre pour avoir par exemple une liberté dans le pouvoir d'achat et avoir des meilleures conditions de vie. Donc c'est un combat pour la liberté, mais dans ce combat pour la liberté, est-ce que le militant n'est-il pas en train de perdre sa propre liberté? Parce que vu tout le temps qu'il investit, c'est du temps qu'il ne peut pas passer avec ses proches, avec ses amis, ou pour accomplir ses rêves ou voyager. Donc c'est aussi un énorme sacrifice d'être militant en réalité. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne me considère pas comme militante. Donc quand je parle dans cette vidéo, je ne parle pas de moi. Donc pour moi, le militantisme est un travail. Et ce travail génère un sentiment d'impuissance et de désespoir. Je me demande si ce sentiment d'impuissance et de désespoir, est-ce qu'il n'est pas inhérent au combat? C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, dès lors qu'on se lance dans un combat, on va forcément, à un moment donné ou à un autre, sentir cette impuissance et ce désespoir. Parce que c'est vrai qu'un combat, c'est difficile, c'est laborieux, c'est sur le long terme. Donc il n'y a rien de aisé et c'est très ingrat, vous allez faire beaucoup d'efforts, vous allez mener plein d'actions pour peu de résultats. Vous n'allez même pas voir le résultat puisque souvent les résultats se réalisent après la mort des militants, après la mort de ceux qui ont contribué. Donc c'est très ingrat comme travail. Et cela entraîne parfois un certain sentiment de solitude. Une solitude parce que les militants vont finir par traîner entre eux, entre gens conscients de la cause, entre personnes qui partagent les mêmes convictions, tout simplement parce que c'est un cercle safe, un cercle protecteur où on peut parler librement avec des personnes qui comprennent notre colère, qui comprennent notre engagement et qui ne vont pas sans cesse nous remettre en question nos idéaux. Donc souvent les militants traînent entre eux. Les militants véganes, ils traînent entre eux parce qu'ils ne veulent pas, parce que voilà, c'est compliqué pour eux de peut-être traîner avec des personnes qui mangent des cadavres, puisque dans leur conviction personnelle, manger un animal, c'est manger un cadavre. Le problème aussi quand on fait ça, c'est qu'on se met à l'écart de la population et il y a un véritable décalage qui se forme entre un groupe de militants très politisés, très conscients, très prêts sur certaines questions et une population qui a des années-lumière. Et plus le temps passe, plus la conviction des militants est grande, plus parfois ils oublient que le monde ne pense pas comme eux. Et qu'il y a un véritable pont qui est en train de se faire, et qui doit être fait en tout cas, puisqu'il y a une falaise entre la population et les militants. Donc ce pont-là, il est difficile à créer, et c'est pour ça que c'est important qu'un militant arrive encore à vaciller entre les deux sphères, c'est-à-dire la sphère militante et la sphère de la population civile. S'il finit par couper tout lien avec ses amis d'avant qui ne sont peut-être pas devenus militants, avec sa famille d'avant qui ne sont pas devenus militants, avec ses collègues d'avant qui ne sont pas devenus militants, il risque de n'être entouré que de militants et de ne même plus se rendre compte du travail à faire puisqu'il est déjà dans un groupe complètement convaincu. Donc ce pont-là à faire est important et moi en tout cas, je pense que voilà, moi je suis ça. Moi je suis au niveau du pont. Je m'occupe du pont. Il faut aussi qu'on pense aux conséquences du burn-out militant.
C'est-à-dire que les conséquences, c'est souvent le risque de dépression. Dépression, de voir que nos efforts sont mal perçus, de voir que nos efforts sont vains, inutiles, de voir qu'on se sent seul, de voir que les choses n'avancent peut-être pas assez, se sentir submergé de travail, d'avoir l'impression de devoir tout faire, tout penser, tout anticiper. Il y a un risque aussi d'aigreur, une aigreur par rapport aux gens justement qui ne comprennent pas la cause, par rapport aux gens qui ne participent pas à la cause. Mais comment pouvez-vous? Oh là là, la Terre va exploser, on est à fond, on essaie de sauver la planète, et vous ne pensez qu'à vous. Mais c'est écœurant, vous voyez ce genre de sentiment qui commence à monter, et qui est un sentiment légitime, tout à fait légitime, mais qu'il faut essayer de maîtriser. Il y a aussi le risque d'abandon. Est-ce qu'un militant qui a passé toute sa vie dans un combat et qui n'en peut plus, finit par abandonner? Mais c'est possible. Et ce ne serait pas un traître d'abandonner, ce serait juste un humain en fait. Voire peut-être même un regret. Je regrette de m'être investi autant. Je regrette d'avoir fait passer pendant toutes ces années mes convictions, la cause avant d'avoir fait passer peut-être ma vie de famille, mes amis ou les voyages. J'aurais dû moi aussi être plus égoïste, penser à moi, réaliser mes rêves. C'est ça aussi qui est difficile. Donc ça, c'est des sentiments tout à fait légitimes. Si vous êtes militant et vous m'écoutez et que vous ressentez ça, c'est normal, c'est légitime. Vous n'êtes pas égoïste, vous n'êtes pas fou, c'est normal. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire, impératif, indispensable que l'on développe en tant que communauté, en tant que population qui est pas forcément militante, mais au moins sympathisante de la cause. Il faut développer une bienveillance à l'égard de tous les militants, et une meilleure répartition des charges. Ça, c'est essentiel. Une communauté qui est animée par le même intérêt pour la même cause, pour le même objectif, doit se constituer en meute. Une meute de loups, une meute qui prend soin les uns des autres, une meute qui fait attention aux autres. Et dans cette meute, il y aura de la population civile qui n'est pas militante mais qui est sympathisante, mais il y aura aussi les militants. Et il est important que cette population civile, qui n'est pas encore militante ou qui ne veut pas aller jusqu'à devenir militant, mais que cette population soit à même d'entendre et d'écouter les doléances, les frayeurs, les peurs, les risques que prennent les militants. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment par rapport aux militants de Martinique. Et je constate que plus les mois passent, plus la fatigue se fait ressentir sur eux. C'est-à-dire que physiquement, dans les vidéos qu'ils peuvent partager, on les voit fatigués. Et psychologiquement aussi. Donc, le fait de les voir fatigués pour une cause qu'ils mènent à bras-le-corps doit nous questionner sur notre devoir de les soutenir, notre devoir d'y participer à notre échelle. Voilà, en tout cas notre devoir d'agir et d'être bienveillant avec eux et non pas de leur donner un coup de bois, un coup de massue supplémentaire en critiquant leurs actions. Ça, c'est non. Il y a une manière de critiquer, il y a une manière de faire part de ces remarques, mais commenter de façon désobligeante, de façon méchante, de façon condescendante des personnes qui ont marché, des personnes qui ont bloqué, des personnes qui ont pris leur courage à deux mains, des personnes qui ont tenté de braver un système important, colonial et limite incassable, non. Il est important que l'on se répartisse les charges. Parce que le gros problème qu'on a, la population civile, elle, s'habitue à ce qu'il y ait toujours ce groupe de militants qui partent en mission, qui montent au créneau. C'est-à-dire que dans cette population civile, elle est constituée de gens qui sont contre les militants, de gens qui s'en foutent, qui ne s'y intéressent pas, et des gens qui sont sympathisants. Ces gens-là, souvent, quand tu discutes avec eux en soirée, ils te disent « Ah ouais, moi, je comprends tout à fait le combat. Ouais, moi, je suis contre le chlordécone et tout ça. Ouais, moi, je suis pour la justice. Ouais, moi, je soutiens les militants. » Mais c'est des gens qui ne vont jamais se manifester là où on aura besoin. Quand il y a des manifestations, ils ne viennent pas. Quand les militants ont besoin de soutien, là, ils ne soutiennent pas. C'est-à-dire que c'est du militantisme caché, secret. Voilà, je suis d'accord, mais je ne le montre pas. Donc en fait, ça ne sert à rien. Essayez de montrer votre sympathie, votre bienveillance de façon plus ostentatoire pour que les militants sentent qu'ils sont soutenus. Il ne suffit plus aujourd'hui de juste penser dans sa tête en se couchant la nuit « Ah ouais, moi je suis d'accord avec ce qui se passe au pays ». Non, aujourd'hui, utilisez les réseaux, utilisez les mails, utilisez les pétitions, utilisez les manifestations à votre échelle, mais essayez de partager de façon visible, ostentatoire, que vous êtes pour une cause, pour montrer que ce combat-là, il est légitime, il est juste et il est soutenu. Parce que le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui,
et là je vais parler de quelque chose qui m'énerve, c'est qu'aujourd'hui, les gens maintenant se permettent même d'avoir des attentes vis-à-vis des militants. Maintenant, quand je vais sur Twitter et que je vois des fois des gens qui ne se mobilisent jamais, qui dès qu'il se passe un truc au pays, disent « j'espère que Jay Hassani va faire quelque chose, j'espère que Chalicieuse va faire quelque chose, ah non mais là c'est inadmissible, j'espère que les Martiniquais, vous allez brûler la Martinique là, non mais là ouais. » C'est-à-dire qu'en fait, vous ne faites rien, mais vous attendez des autres qu'ils montent au créneau. Et ça, c'est pas possible. Parce que quand on ne fait rien, on essaye au moins d'avoir la décence de se taire et de ne pas attendre des autres. Parce que c'est ça qui est en train de se passer, c'est que les militants sont en train de devenir nos larbins. Faire tout le sale travail. Tout. Et en plus, dès qu'il y a le moindre faux pas, la moindre erreur, la moindre incompréhension, tout leur retombe dessus. Et c'est ça le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui on a une population qui dans sa tête est militante, mais qui dans les faits ne fait rien du tout, mais qui attend des militants qu'ils fassent tout le travail et ensuite en récolte les lauriers. C'est-à-dire que vous allez voir, dans les livres d'histoire prochains, il y aura écrit « Les Martiniquais se sont battus pour la justice suite à l'affaire du chlordécone ». Il y aura écrit « Les Martiniquais ». Mais c'est qui ces Martiniquais? C'est tous les Martiniquais? C'est une minorité. Il y a une toute petite minorité qui se bat réellement. Une majorité est silencieuse, une majorité s'en fiche, une majorité est contre, et il y a une petite majorité aussi qui existe, qui est sympathisante, mais qui ne le montre jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faudrait aussi qu'on reconnaisse la différence d'investissement. Même si je suis la première à vous dire que toutes les actions comptent, mais comme je le dis, il faut que ce soit des actions. Et les actions, ça peut être de l'art, ça peut être des vidéos, ça peut être un podcast militant, ça peut être un journal militant, ça peut être un média militant, ça peut être aller en manifestation, ça peut être plein de choses. Mais ça doit être des actions. Ce n'est plus possible aujourd'hui d'être juste sympathisant dans la pensée et d'après récolter tous les lauriers de cela. Parce que c'est une forme aussi de déresponsabilisation. C'est une façon de se dire, bon, moi je suis pour la cause, mais de toute façon il y a déjà des gens qui vont y aller, donc j'ai pas besoin d'y aller. Mais si, ils ont besoin que vous y alliez. Ils ont besoin, parce qu'ils sont épuisés. Et le burn-out militant, c'est quelque chose de réel, qui va arriver si ce n'est pas déjà arrivé. Et il va falloir comprendre que dans une cause, il faut que ça fonctionne sous la forme d'un roulement. Quand les personnes qui sont aujourd'hui très activistes seront fatiguées, seront malades, seront tristes, il faudra qu'il y ait d'autres personnes pour prendre le relais. Oui, il faudra qu'il y ait d'autres personnes. Et c'est ça qu'on doit montrer aux militants, c'est leur faire comprendre qu'ils ne sont pas tout seuls et que la cause aujourd'hui ne dépend plus d'eux. Parce que c'est ça le problème. Quand un militant sent qu'en fait, si lui il arrête, si lui il prend une pause, il n'y aura plus rien qui se passe, il n'arrêtera jamais et se tuera à la tâche. Et je suis très sérieuse quand je parle de se tuer à la tâche. Je pense vraiment qu'un petit groupe de personnes n'a pas vocation à tout porter. Et c'est un crime que l'on commet que de laisser une minorité de militants porter tout le poids du combat décolonial, porter tout le poids pour la justice. Je vous remercie de m'avoir écouté. À votre tour, dans les commentaires, partagez vos pensées sur ce que vous évoque le mot que j'ai en ce jour commenté. Par ailleurs, si vous souhaitez me soutenir financièrement, vous pouvez passer sur ma page Utip, le lien est dans la barre d'infos. Je vous embrasse, votre bien dévoué, Activiste Chatin.